Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à la microéconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offre et la demande des biens et services. Et nous allons apprendre ce qui suit aujourd'hui, donc la nature du marché, qu'on appelle le marché compétitif, le déterminant de l'offre et de la demande, et la détermination de l'équilibre, et même le concept de l'équilibre lui-même, et la détermination de la quantité et du prix d'équilibre. Parlons d'abord des marchés et de la concurrence. Alors, il faut d'abord retenir ceci parce que, comme je vous ai dit avant, on ne devient pas économiste en une seule nuit, en une seule journée. Il faut apprendre les langages de la science économique et vous entendrez généralement parler, vous entendez les économistes parler de l'offre et de la demande, la loi de l'offre et de la demande. Alors, ces chapitres vont vous aider à comprendre toutes ces choses-là. Alors, l'offre et la demande, ce sont les deux termes les plus utilisés par les économistes. En fait, à quoi est-ce que ces deux termes se réfèrent? Ils se réfèrent au comportement des individus et à leur interaction sur le marché. Et l'offre et la demande constituent en fait les forces qui font fonctionner les marchés. Comment est-ce que les marchés fonctionnent dans une économie? C'est l'offre et la demande. Et ici, on parle des économies des marchés. Et comme on dit, une économie du marché, c'est une économie dans laquelle l'État n'intervient pas pour réguler les activités économiques. Alors, ainsi, si vous voulez comprendre l'impact d'une politique économique sur l'ensemble de l'économie, il faut comprendre leur influence sur l'offre et la demande des biens concernés. Alors, on ne va pas avancer sans définir ce que c'est qu'un marché. Un marché, c'est en fait un groupe de vendeurs et d'acheteurs d'un bien ou d'un service particulier. Par exemple, les vendeurs et les acheteurs du cuivre forment le marché du cuivre. Les vendeurs et les acheteurs du riz constituent le marché du riz. Alors, vous comprenez déjà qu'il ne s'agit pas ici d'un lieu, l'essence qui est donnée ici au marché, ce n'est pas les lieux où on se rassemble pour vendre tout ce qu'on peut vendre dans l'ensemble. En fait, un marché, un endroit localisé quelque part qu'on appelle marché, c'est en fait l'ensemble de plusieurs marchés. Par exemple, Zando, c'est un ensemble de plusieurs marchés, et que voilà, on l'appelle aussi marché. Alors, les concepts du marché qui nous intéressent beaucoup, c'est les concepts du marché compétitif. Et qu'est-ce qu'on entend par un marché compétitif? C'est un marché où nous avons plusieurs vendeurs d'un côté et plusieurs acheteurs de l'autre côté, mais parmi tous ces intervenants, aucune personne n'a l'impact sur le prix. Et si l'impact existe, c'est un impact, une influence négligeable. Donc, personne n'a un impact, chaque vendeur, chaque acheteur n'a qu'un impact négligeable sur les prix auxquels les biens et les services sont vendus. Alors, sur ces marchés-là, les prix et les quantités achetées sont déterminés par l'interaction entre les vendeurs et les acheteurs. Alors, parlons de la concurrence parfaite elle-même. Donc, un marché concurrentiel, c'est-à-dire celui sur lequel les acheteurs et les vendeurs n'ont pas le pouvoir de modifier, d'influencer les prix, ce marché-là a certaines caractéristiques. Notamment, il y a plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Ou en d'autres termes, il y a beaucoup d'intervenants dans chaque côté du marché, côté de la vente et côté des acheteurs. Et puis, les biens vendus sur les marchés sont tous identiques. Non, les riz, par exemple, est identique. Le maïs est identique. Alors, ils sont tellement nombreux, les intervenants sont tellement nombreux que personne n'a une influence déterminante sur les prix du marché. L'autre caractéristique, c'est que sur les marchés des concurrences parfaites,
les entrées et les sorties sont libres. C'est-à-dire quelqu'un peut vouloir aller vendre, peut vouloir vendre et va vendre tout ce qu'il voudra vendre, mais au prix du marché. Il en est de même, quelqu'un peut vouloir acheter un bien, on ne va pas l'interdire de le faire, mais il va le faire au prix du marché. La liberté des sorties et d'entrée est une caractéristique de marché de concurrence parfaite. Évidemment, à ce niveau, je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails. L'information sur ces marchés est librement disponible. Il n'y a pas de secret sur les prix, les prix ou les secrets sur les produits qui sont vendus et achetés, où il y a une catégorie de personnes seulement qui ont besoin, qui ont droit à l'information. Et puis, il faut retenir que sur ces marchés, chaque intervenant poursuit son propre bien-être. Par conséquent, chaque intervenant accepte les prix qui prévaut, parce que personne ne peut influencer la détermination du prix du bien. Vous avez plusieurs exemples de marchés. Vous avez le marché de la crème glacée, les marchés de la chikwang, les marchés du riz, les marchés des manioc, c'est plein de marchés en aussi grand nombre qu'il y a des biens qu'on peut énumérer. Alors, quelques remarques sont très importantes à noter. C'est que tous les biens ne sont pas vendus sur le marché compétitif. Il y a quelques exceptions. Il y a qui sont en fait liées à d'autres structures de marché que peut-être nous n'aurons pas l'occasion de voir dans ces cours. Mais on verra comment on va évoluer. Alors, il y a les marchés des monopoles, qui est un marché sur lequel un bien est vendu par un seul vendeur. C'est l'exemple de l'eau par la régie des eaux, de l'électricité par la SNEL, par exemple. Et ça, il s'agit bien d'un marché des monopoles, c'est-à-dire l'entreprise a le pouvoir de fixer les prix. Ce n'est plus le cas d'un marché concurrentiel. Il y a aussi l'autre type de marché, c'est le marché d'oligopole. Sur ces marchés-là, il y a un nombre limité de vendeurs, mais il y a plusieurs acheteurs. Et les vendeurs ne se font pas nécessairement, j'insiste bien, ils ne se font pas nécessairement une concurrence agressive. C'est l'exemple de le marché de la téléphonie mobile en RDC où nous avons seulement 4 opérateurs. Alors, un cas particulier des marchés d'oligopole, c'est celui où nous avons seulement deux vendeurs ou des producteurs. Cherchez-moi un exemple à Kinshasa, en RDC ou ailleurs, un marché où il n'y a que 2 producteurs. À ce moment-là, on parle du duopole. Duopole, c'est-à-dire qu'il y a 2 entreprises seulement qui achètent. Évidemment, il y a une option et une possibilité où il n'y a que peu d'acheteurs. Là, on parle de monopsone, mais les caractéristiques sont pratiquement les mêmes. Et puis, il y a les marchés de la concurrence monopolistique, où vous avez plusieurs vendeurs, mais qui offrent des produits légèrement différents. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas que la structure des marchés concurrentiels. Maintenant que nous avons compris ce que c'est qu'un marché et quelles sont les différentes structures des marchés, parlons maintenant de la demande des biens. Évidemment, en parlant de la demande des biens, cela tient aussi pour la demande des services. Alors, on veut ici examiner les comportements des acheteurs et plus spécifiquement voir quels sont les facteurs qui déterminent la quantité demandée d'un bien. Qu'est-ce qui fait que vous avez la capacité de demander tel bien et tel autre bien? Quels sont ces facteurs qui expliquent cela? Alors, la quantité demandée, d'abord, signifie en fait le nombre d'unités d'un bien que l'acheteur est disposé et que l'acheteur est capable d'acheter. Ça s'appelle la quantité demandée. Ainsi, on parlera de la demande individuelle, c'est-à-dire la quantité demandée par un individu, mais aussi de la demande globale ou la demande de marché, c'est-à-dire la quantité d'un bien, le nombre d'unités des biens
qui est demandé par tous les acheteurs. Alors, parlons premièrement de déterminants de la demande individuelle d'un bien. Alors, il y a quelques déterminants qu'on va parler, dont on va parler. Il y a d'abord les prix du bien, les revenus du consommateur, les prix d'autres biens, les goûts et les attentes. Alors, considérons le prix. Il faut retenir, qu'en ce qui concerne les prix, parce qu'on voit comment tous ces facteurs affectent la quantité demandée. Il faut retenir que la quantité demandée d'un bien diminuera lorsque son prix augmentera. Donc, lorsque les prix d'un bien augmentent, la quantité demandée par l'acheteur ou les acheteurs va diminuer. Alors, cette phrase que je viens de prononcer établit en fait une relation entre la quantité demandée d'un bien et les prix de ce bien-là. Et en économie, cela est connu sous le nom de la loi de la demande. Et cette loi de la demande s'énonce de la manière suivante. Toute chose restant égale par ailleurs, la quantité demandée d'un bien diminue lorsque son prix augmente. C'est la loi de la demande. Chaque fois que les prix d'un bien augmentent, sa quantité diminue. Évidemment, il y a des possibilités où vous avez la quantité d'un bien qui augmente lorsque son prix augmente. Hein, ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions. Et ce sont parfois les biens de luxe, des trucs comme ça, dont les gens augmentent leur achat lorsque les prix augmentent. Mais ce sont des exceptions à la loi. Comme on dit, il n'y a pas de loi sans exception. Et l'exception confirme la loi. Alors, l'autre facteur, c'est les revenus du consommateur. Et lorsque le revenu du consommateur augmente, il est tout à fait normal de comprendre et tout à fait logique que les consommateurs augmentent la consommation de biens. Lorsque son revenu augmente. Et lorsque les revenus diminuent, tout à fait normal de comprendre que les consommateurs diminuera la consommation de son bien. Alors ici, on distingue, lorsqu'on regarde à la façon dont les facteurs revenus du consommateur affectent la quantité demandée, il y a deux possibilités. Si la quantité demandée d'un bien augmente à l'occasion de comme conséquence de l'augmentation du revenu du consommateur, on va dire que ce bien-là, c'est un bien normal. Un bien normal, c'est un bien dont la quantité augmente, dont le consommateur augmente la quantité lorsque son revenu augmente. Alors, trouvez quelques exemples. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Quel est l'exemple des biens qui sont normaux? À part cette définition des biens normal, il y a une autre catégorie de biens qu'on appelle les biens inférieurs. Ce sont des biens dont les consommateurs diminuent la consommation lorsque le revenu augmente. Voilà, donc votre revenu augmente et vous décidez de diminuer la consommation de certains biens que vous aviez l'habitude de consommer. Alors, si cela vous est déjà arrivé pour un ou deux biens, alors ces biens-là sont appelés les biens inférieurs. C'est la distinction très importante qu'il faut faire. Le troisième facteur qui affecte la quantité demandée des biens, c'est les prix des biens apparentés. Les prix des biens. Qu'est-ce que j'entends par les biens apparentés? Ce sont les biens qui peuvent être consommés ensemble avec les biens sous considération ou les biens qui sont consommés séparément avec les biens que nous considérons. Alors, si deux biens sont consommés ensemble, on les appelle les biens complémentaires. C'est comme le sucre et le thé. Vous les consommez ensemble. Mais il y a des biens qui ne peuvent pas être consommés ensemble. On les appelle les biens substituables. Les biens substituables, c'est un bien que vous pouvez consommer à la place de l'autre. Alors,
toutes choses étant égales par ailleurs, je dis le riz, plutôt le thé et le café sont des biens substituables, à moins que quelqu'un trouve des raisons pour consommer les deux ensemble. Alors, par exemple, prenons un exemple. Vous aimez les mabokés, donc vous avez les mabokés au poisson et les mabokés au porc que vous pouvez manger, consommer avec la chikwang. On a 3 biens là-bas. Alors, si les prix des mabokés du porc augmentent, maboké au porc augmente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir la tendance de consommer plus de maboké au poisson et vice-versa. Dans ce cas-là, on parle des biens substituables. Donc, vous substituez la consommation d'un bien par la consommation d'un autre. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Que lorsque les prix du maboké, du luboké au poisson augmentent, ok? Disons, si les prix, du maboké au porc augmentent, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez diminuer la consommation du maboké au porc par la loi de la demande, ok? Et ensuite, vous allez augmenter la consommation du prix des maboké au poisson. Et ici, on considère que le prix du maboké au poisson est resté à son niveau initial. Voilà. Mais lorsque, par exemple, les prix du maboké au poisson au porc augmentent, les consommateurs peuvent diminuer la quantité consommée de la chikwang afin de pouvoir consommer les deux ensemble. À ce moment-là, on dira que les maboké au poisson ou les maboké au porc est un bien complémentaire à la chikwang. Nous avons également un autre facteur qui détermine la demande des biens, c'est les goûts du consommateur. Et les goûts constituent en fait les facteurs les plus évidents de la demande d'un bien. Alors, si vous aimez par exemple la crème glacée, c'est sûr que vous allez en consommer, en acheter beaucoup. Les goûts déterminent les biens, ça détermine même parfois la différence entre les biens que nous achetons. Si nous avons je prends l'exemple de deux amis qui vont au marché, qui achètent la même marque de la chemise ou la même marque d'une robe, mais quand elles s'habillent, les deux amis, vous voyez que l'une a une robe rose et l'autre a une robe bleue, par exemple. Mais pourquoi? Les deux amis, peut-être, ont les mêmes moyens, mais pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des robes de couleurs différentes? C'est les goûts sont différents. Okay? Alors, mais l'économiste s'intéresse aux conséquences du changement des goûts du consommateur, bien sûr, mais il ne tente pas d'expliquer les goûts parce que ces concepts appartiennent à des disciplines qui sont au-delà, qui vont au-delà de la sphère économique. Le cinquième et dernier facteur, c'est les attentes. Les attentes, c'est-à-dire quelles sont vos attentes sur les futurs de l'économie? Quelles sont vos attentes sur les futurs les comportements futurs du marché? Alors, cela détermine également et de manière considérable la demande, la consommation ou la demande des biens. Donc, les attentes sur les prix, sur les revenus, tout cela, ça a de l'impact. Alors, c'est ainsi que si un consommateur s'attend à une augmentation future du prix d'un bien, ce qu'il fera, c'est quoi? C'est en acheter beaucoup aujourd'hui. Par exemple, si le prix du maïs va augmenter la semaine prochaine, si vous êtes un agent économique rationnel, vous allez acheter beaucoup de maïs aujourd'hui parce que vous savez que le prix va augmenter la semaine prochaine. Et l'année de même, si vous vous attendez à une augmentation future de votre revenu, eh bien, vous pouvez en fait augmenter la consommation courante à partir de votre épargne. Et s'il y a une diminution projetée du prix d'un bien, vous allez bien sûr attendre, vous allez diminuer votre consommation aujourd'hui pour attendre le moment de la diminution des prix pour en acheter davantage. Alors, parlons maintenant d'un concept très intéressant, c'est que
L'économiste représente ces comportements entre les différents secteurs, les différents facteurs et la quantité demandée d'un bien par un langage euh, graphique. On a déjà parlé des modèles. Hein, c'est un modèle graphique, une simplification pour la compréhension du phénomène. Alors, maintenant, supposons que tous les autres facteurs qui déterminent les prix, la quantité demandée d'un bien, c'est-à-dire le revenu, les attentes, les prix d'autres biens et les goûts, si tout cela reste constant, on considère que ça ne change pas et qu'on laisse les prix, la quantité d'un bien dépendre uniquement de son prix. Alors, dans ces cas-là, on dira bien que la quantité demandée d'un bien dépend de son prix. Et c'est même la loi de la demande qui dit toutes choses restant égales par ailleurs, c'est-à-dire les revenus, les goûts, les prix d'autres biens restent constants. On considère que ça ne change pas et on laisse seulement changer les prix de ces biens-là. Alors, à ce moment-là, on va dire que la quantité de ces biens va augmenter ou diminuer dans le sens inverse du prix. Alors, pour bien analyser cette partie, on va définir deux concepts, notamment les programmes de demande et la courbe de demande. Les programmes de demande, c'est tout simplement un tableau qui montre la quantité demandée de chaque bien la quantité demandée d'un bien à chaque niveau de prix. On appelle cela le programme de demande. Et la courbe de demande, c'est la représentation graphique du programme de demande. Et comment interprétons-nous la courbe de demande? En fait, la courbe de demande représente ou montre la relation entre les prix d'un bien, ok, et la quantité de ces biens-là qui est demandée à chaque niveau de prix. C'est très important. Donc, la relation entre la quantité demandée, entre les prix d'un bien et la quantité demandée à chaque niveau de prix. En d'autres termes, en fait, elle montre comment la quantité demandée d'un bien varie lorsque les prix de ces biens varient. Et prenons cet exemple. Euh, ce n'est pas un exemple exactement réel, mais ce sont des possibilités pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes en train de voir les programmes de demande du pain Victoire. Alors, nous avons ici des différents prix, comme on a dit, ça donne les quantités achetées à différents niveaux de prix. Vous avez les différents prix et les différentes quantités qui peuvent être demandées. Et considérez les quantités peut-être en millions. Alors, si les prix du pain Victoire est nul, est égal à 0, en d'autres termes, c'est gratuit, alors à peu près 12 millions de Quinois vont se procurer chacun un pain chaque matin. Parce que ça ne coûte rien. Donc, 12 millions d'individus, comme les Quinois, par exemple, la totalité des Quinois, chacun va aller prendre un pain et toutes les boulangeries seront dévalisées chaque matin. Mais dès que les prix quittent de 0 à 150 francs congolais, là, il y a quelques personnes qui vont être éliminées du marché et 10 millions de personnes vont, hypothétiquement bien sûr, demander les pains. Et on continue de cette façon-là. Et si à un prix tout à fait considéré comme extrême, 400 francs par les pains, personne ne va demander les pains. Okay? Alors, ça c'est un programme de demande que nous pouvons représenter graphiquement. Et comment est-ce que nous représentons graphiquement? Nous avons un graphique qui a les prix sur l'axe vertical et les quantités sur l'axe horizontal. Vous avez la quantité de pain Victoire et les prix du pain Victoire. Et il suffit tout simplement de relier chaque prix avec la quantité correspondante et relier les différents points. Voilà votre courbe de demande. Par exemple, si les prix est de 400, la demande est égale à 0. Et si les prix de 350, la demande est égale à 2. Et ainsi de suite. Les prix de 150, la demande est de 10. Okay? Et si les prix est égal à 0, la demande est de 12. Voilà, ça c'est la fonction de la demande, la courbe de la demande. Et ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre les caractéristiques de cette courbe de demande. Alors, vous constatez premièrement que cette courbe de demande a une inclinaison négative.
OK? Une inclinaison négative, ou en d'autres termes, on va dire, elle a une pente négative. Alors, qu'est-ce que signifie la pente négative de la courbe de la demande? Elle veut tout simplement dire qu'il existe une relation en sens opposé entre la quantité demandée et les prix d'un bien. Ça veut dire, lorsque les prix augmentent, la quantité diminue. Voilà, ça c'est l'interprétation de la courbe de demande. Et puis, on en arrive à ce terme qui est souvent utilisé par les économistes, c'est ceteris paribus, qui est traduite, cette expression est traduite par toutes choses restant égales par ailleurs. Vous avez entendu quand j'ai énoncé la loi de la demande, j'ai dit toutes choses restant égales par ailleurs. Donc, les économistes utilisent ceteris paribus. Ou toute autre chose restant égale par ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, les revenus, les niveaux des revenus, les coûts, les prix d'autres biens sont considérés comme n'ayant pas changé. Ok, alors à ce moment-là, la quantité demandée dépend uniquement du prix. Alors, cette expression est utilisée pour rappeler que tous les déterminants autres que les déterminants dont on analyse l'effet sont supposés inchangés. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Tous les déterminants autres que les prix du bien sont gardés à leur niveau constant. Okay. Ça, c'est les ceteris paribus. Alors, j'ai dit, quand j'ai introduit les chapitres, qu'on va étudier la demande individuelle et la demande du marché. La demande individuelle, c'est par exemple ce qu'on vient de montrer tout à l'heure dans les tableaux de la demande, le plan des demandes. Alors, le marché, donc la quantité demandée par le marché, est égal en fait à la somme des quantités demandées par des individus. Par exemple ici, nous avons deux individus, il y a Beryl et Onyx. Ce sont deux personnes, deux consommateurs, et les différents niveaux des prix. La quantité qu'on a vue tout à l'heure, on attribue ça à mademoiselle Beryl, et monsieur Onyx lui consomme, voici le plan de demande de monsieur Onyx. Alors, au prix des zéros, ok, mademoiselle Beryl peut demander 12 pains et monsieur Onyx 7 pains. Au total, dans les marchés, si nous disons bien que les deux constituent le marché, ils vont demander 19. Donc, en d'autres termes, la demande du marché est égale à la demande, à la somme des demandes des individus. Et nous pouvons représenter graphiquement la demande globale avec cette addition horizontale. Par exemple, lorsque les prix est de 300, ok, il y a Beryl qui demande 4 et Onyx qui demande 3. Donc au total, il demande 7. Les deux demandent 7 pains. Donc c'est la somme de demandes individuelles. Et remarquez une chose très importante, c'est que la fonction ou la courbe de demande du marché hérite les caractéristiques des courbes de demande individuelles. Elle a une pente négative, donc, une inclinaison négative qui montre qu'il y a une relation inverse entre la quantité et le prix. Alors, nous parlons maintenant de notre concept. C'est les déplacements de la courbe de demande. Et quand nous parlons du déplacement de la courbe de demande, il s'agit en fait de tout changement qui modifie la quantité demandée d'un bien par les acheteurs à un prix donné. Ça, c'est très important de retenir. C'est tout ce qui change la quantité d'un bien demandé par les consommateurs à un niveau de prix donné. Alors, dans ces cas bien précis, tous les changements qui augmentent la quantité demandée déplacent la courbe de demande vers la droite, tout ce qui augmente. Et tous les facteurs qui diminuent la quantité demandée à un niveau de prix déterminé déplacent la consommation, plutôt la courbe de demande vers la gauche. Okay? Alors, en termes simples, on veut en fait parler de l'augmentation du niveau de la demande à un prix déterminé. Ça, c'est le déplacement de la courbe à droite. Et on parle aussi de la diminution de la quantité demandée, du niveau demandé. Et là, on parle du déplacement
la diminution de la quantité demandée des biens à un niveau déterminé du prix. Et là, on parle d'un déplacement à gauche. Ça, c'est un langage mathématique, mais nous devons parler dans le langage de tout le monde qui est facile à comprendre. OK. Alors, que signifie en fait les déplacements de la courbe? Dans la pratique, cela veut dire tout simplement une augmentation ou une diminution de la quantité à un prix déterminé, étant donné les niveaux des prix. Alors, il y a des facteurs qui peuvent augmenter, qui peuvent déplacer la courbe des demandes. C'est en fait tous les facteurs autres que les prix du bien. Ça, c'est très important. Tous les facteurs autres que les prix du bien déplacent la courbe des demandes. Lorsque les prix d'un bien restent constants, okay, et que l'un des facteurs qui a été gardé constant maintenant change, à ce moment-là, on va parler du déplacement ou de l'augmentation ou la diminution du niveau de la demande. Donc, il s'agit concrètement du changement du niveau de la demande d'un bien à un niveau déterminé des prix. Alors, cela nous amène tout droit à faire une distinction très importante. C'est la distinction, la différence entre un déplacement de la courbe de la demande et un mouvement le long de la courbe de la demande. C'est très important. Ce que vous devez retenir ici, c'est tout simplement ce qui suit. Qu'un changement, tout changement du niveau de la demande, étant donné un niveau déterminé de prix, se réfère au déplacement de la courbe de la demande, comme je venais d'expliquer. Mais un mouvement le long de la courbe de la demande est provoqué par le changement du prix. Voilà, ici nous avons les déplacements, et je viens d'expliquer ça. Et ici, en bas, nous avons les déplacements le long de la courbe. Okay? Donc, un mouvement plutôt le long de la courbe. Ça, si les prix du bien augmentent, ça ne va pas déplacer la courbe, mais on va se déplacer le long de la courbe. Voilà la différence entre les deux. Les prix du bien provoquent les changements du prix d'un bien, provoquent les mouvements le long de la courbe de demande, alors que les changements dans les facteurs autres que les prix provoquent les déplacements de la courbe de demande, donc les changements des niveaux de la demande. Alors, parlons maintenant de l'offre. Parce qu'on ne peut pas parler de la demande et ignorer l'offre et ensuite parler du marché. Il faut avoir les deux. Donc, l'offre d'un bien est aussi importante. Donc, ici, on va parler de la quantité offerte. Donc, la quantité offerte d'un bien représente en fait les volumes ou les niveaux du bien que les vendeurs désirent vendre et sont capables de vendre. OK? Et cette quantité, ces volumes de vente ou de production, ça dépend, est déterminé par un certain nombre de facteurs, notamment les prix du bien, les prix des intrants nécessaires à la production du bien et aussi la technologie et pourquoi pas les attentes sur l'évolution de l'économie. Alors, en ce qui concerne les prix, il faut retenir qu'un prix élevé constitue une motivation pour qu'un vendeur vende davantage. C'est une motivation pour vous. Si vous avez un business et vous vendez des articles, lorsque les prix de ces articles augmentent, cela vous motive à vendre plus. Donc ça établit déjà une relation entre la quantité vendue d'un bien et les prix de ces biens-là. Et cette relation est appelée la loi de l'offre. Et cette loi de l'offre dit ceci. Toutes choses restant égales par ailleurs, la quantité offerte d'un bien augmente lorsque son prix augmente. Donc, la quantité d'un bien augmente, la quantité vendue d'un bien augmente lorsque son prix augmente. Ça, c'est la loi de l'offre. Et remarquez, on a toujours dit, toutes choses restant égales par ailleurs. Maintenant, un autre déterminant de l'offre, c'est les prix des intrants. Et les intrants ou les outputs, ce sont les biens qui sont utilisés dans la fabrication d'autres biens. On les appelle les intrants. Par exemple, pour la fabrication du pain, on a besoin de la farine de froment. On a besoin de la levure. On a besoin de tous les ingrédients qu'il faut. Et ça, ce sont les intrants. Mais
il n'y a pas que les intrants, il n'y a pas que les matières qui entrent dans la fabrication des biens, mais il faut aussi voir la main-d'œuvre des travailleurs, les machines qui entrent dans la fabrication, ainsi que tous les autres ingrédients, bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que l'offre varie vis-à-vis des changements de ces facteurs. Par exemple, retenez que lorsque les prix des intrants de production augmentent, okay, cela va nécessairement conduire, toutes choses restant égales par ailleurs, à la diminution de la quantité produite ou de la quantité vendue. En d'autres termes, il y a une relation négative entre les prix des intrants et la quantité produite ou la quantité vendue. On peut aussi dire autrement qu'il existe que la quantité produite, parce que la production, c'est du côté on le met du côté de la vente, la quantité produite ou la quantité vendue évolue en sens opposé par rapport à l'évolution des prix des intrants ou des matières premières. OK. Parlons maintenant du troisième facteur qui est la technologie. La technologie influence grandement la vente ou la production des biens. Alors, s'il y a une avancée technologique qui conduit à la diminution des coûts ou de la dépense de production, cela va entraîner l'augmentation de la quantité produite. Enfin, parlons des attentes. Si les attentes, en fait, influencent aussi l'offre des biens dans l'économie. Ainsi, si on projette, par exemple, une augmentation future du prix d'un bien, alors ce qui va arriver, c'est que les vendeurs vont retenir une quantité de biens qu'ils ne vont pas vendre aujourd'hui et attendre à ce que les prix augmentent pour vendre et gagner plus d'argent. Voilà les comportements et comment les attentes peuvent affecter les comportements des vendeurs. Alors, lorsque nous avons parlé de la demande, on a parlé du programme de la demande et de la courbe de la demande. Ici, en ce qui concerne l'offre, on va parler du programme de vente et de la courbe d'offre. C'est pratiquement les mêmes concepts, mais que nous appliquons maintenant plutôt à l'offre. Et un programme de vente ou un programme d'offre, c'est un tableau, ok, qui en fait montre la relation entre les prix d'un bien et les quantités que les vendeurs sont disposés à vendre à ces prix-là. C'est ça ce qui représente un tableau, plutôt les programmes d'offres. Maintenant, la représentation graphique de ces programmes d'offres est appelée la courbe d'offres. Donc, la courbe d'offres décrit ce que les vendeurs sont prêts à vendre à différents niveaux de prix. Alors, parce que nous avons dit, parce que la loi de l'offre dit que toutes choses restant égales par ailleurs, la quantité offerte d'un bien augmente lorsque son prix augmente. Vous voyez, les deux évoluent dans la même direction. Donc, mathématiquement parlant, cela est représenté par une courbe ayant une inclinaison positive. Ou, en termes techniques, ça une courbe qui a une pente positive. Donc, ça montre que les deux varient dans la même direction. Voilà, nous avons ici les prix du bien et la quantité qui peut être offerte. Alors, ici, lorsque les prix est égal à 0, je vous assure, aucun vendeur ne vendra. Si le prix du pain est égal à 0, je vous dis que Pain Victoire ne vendra aucun pain, ne produira aucun pain à vendre. Parce que ça sera un pain à distribuer aux gens. Vous avez vu, quand nous avons proposé, on a regardé comment les prix, ce qui arriverait si le prix du pain est égal à 0. Alors, quel serait le comportement des acheteurs? C'est d'aller tout simplement dévaliser tout ce qui est à la boulangerie. Donc, ils vont tout prendre parce que c'est gratuit. Alors, au fur et à mesure que les prix augmentent, les vendeurs vont commencer, les acheteurs vont commencer à diminuer leur quantité. Il en est de même similairement ici. Lorsque les prix d'un bien quittent de 0 à une valeur positive, alors là, les vendeurs peuvent vendre. Mais dans les cas que nous avons ici,
À 150, il n'y a pas de production. OK? Mais lorsque le prix est à 200, oui, la boulangerie peut produire 1 million de pains, par exemple. Et quand on atteint les prix de 400, la boulangerie est en mesure de vendre, de produire 5 millions de pains, par exemple. Alors, en représentant les différents points, les différentes quantités et prix, sur un graphique, rappelez-vous du modèle, hein, le modèle graphique, une représentation simplifiée de la situation. Nous avons sur l'axe vertical les différents prix et sur l'axe horizontal les quantités de biens. Alors, quand on parle de la vente, il y a, quand le prix est égal, par exemple, à 400, les boulangeries peuvent produire 5 millions de pains. Donc, il y a cette relation positive entre la quantité demandée et la quantité, plutôt, entre la quantité offerte et le prix du bien. Alors, nous avons parlé, lorsqu'on parlait de la demande individuelle et la demande du marché. Le même concept vient ici aussi. On peut parler de l'offre individuelle et de l'offre du marché. Retenez tout simplement que l'offre du marché n'est rien d'autre que la somme horizontale de offres individuelles. Et nous avons ici un exemple, une illustration. Nous avons l'offre individuelle d'une boulangerie, par exemple, et la boulangerie, je vais appeler ici la boulangerie du coin. Ça, c'est son offre individuelle. Et puis, vous avez boulangerie Mamapoto. Voici sa coupe d'offres. Et la somme des deux nous donne une fonction d'offre du marché. Et remarquez très bien, la fonction d'offre hérite également les propriétés des fonctions d'offre individuelle. Alors, parlons également du déplacement de la courbe d'offre. Qu'est-ce qui fait déplacer la courbe de l'offre, ou bien qu'est-ce qui change les niveaux d'offre lorsque les prix sont plutôt à un niveau déterminé des prix? Alors, tout changement qui augmente la quantité produite à un niveau déterminé du prix va déplacer la courbe de l'offre à droite. Donc, il s'agit là d'une augmentation du niveau des prix. Mais tout changement qui augmente, qui change ou qui diminue plutôt la quantité demandée à des niveaux déterminés des prix va entraîner un déplacement de la courbe vers la gauche. Et ça, c'est une diminution du niveau de l'offre. Alors, offre-demande. Ce sont les concepts très importants qu'il faut retenir. Et il y a les concepts, parce que l'offre et la demande se rencontrent sur le marché. La question principale est de savoir quelle est la quantité qui est finalement achetée et vendue. Et à quel prix est-ce que cette quantité a été vendue et achetée. C'est là qu'intervient la notion d'équilibre du marché. L'équilibre du marché, c'est une situation qui est caractérisée par l'égalité entre la quantité offerte par les vendeurs et la quantité demandée par les acheteurs. Cela détermine l'équilibre, c'est-à-dire le point de rencontre, le point auquel les forces du marché amènent les vendeurs et les acheteurs à s'entendre en fait. L'interaction entre les deux groupes arrive à déterminer le prix. Alors ici, on va parler de la quantité d'équilibre et du prix d'équilibre. Alors, les prix d'équilibre, c'est quoi? C'est en fait les prix qui permettent d'égaliser la quantité offerte et la quantité demandée d'un bien. Ça s'appelle les prix d'équilibre. Et la quantité d'équilibre, c'est en fait la quantité offerte et la quantité vendue lorsque les prix se situent à son niveau d'équilibre ou lorsque les prix s'ajustent à l'équilibre. La quantité qui est vendue et achetée est appelée la quantité d'équilibre. C'est très important de retenir ça. Et on peut représenter ça en amenant ces graphiques où vous avez la courbe de demande qui a une inclinaison négative et la courbe d'offre qui a une inclinaison positive. Supposons bien que les prix d'équilibre, les prix auxquels le pain est finalement vendu sur le marché, est de 300 francs congolais. Alors, les 300 francs congolais déterminent le prix d'équilibre, non, les prix du pain à l'équilibre. C'est-à-dire, c'est les prix qui permettent d'égaliser la quantité que les acheteurs
dont les acheteurs veulent se procurer et la quantité que les vendeurs désirent vendre. Donc, c'est les prix d'équilibre. Et la quantité qu'on retient ici, la quantité d'équilibre qui correspond au prix d'équilibre est de 7 millions de pains. Voilà. Vous voyez bien, ça c'est l'équilibre. Mais l'économiste s'intéresse au mécanisme de formation de cet équilibre. Quelles sont les forces qui sont à la base de la détermination de l'équilibre sur le marché? Qu'est-ce qui est à la base de la détermination de la quantité d'équilibre et du prix d'équilibre? Et là, on va parler de deux concepts très importants. Il s'agit de l'excès de la demande et de l'excès de l'offre. On peut également appeler la demande excédentaire et l'offre excédentaire. Alors, pour bien comprendre cela, supposons que les prix du pain soient fixés au-dessus du prix d'équilibre. Et comme on a vu, le prix d'équilibre est égal à 300. Supposons que le prix du pain est fixé à 350. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand nous regardons ces graphiques, la courbe de demande représente les comportements des acheteurs. Alors, les acheteurs seront disposés, c'est très important, disposés à acheter seulement 4 millions de pains. Alors que les vendeurs vont être disposés à vendre 10 millions. Alors, comment je dis, je trouve ça, c'est tout simplement tracer une ligne à partir du prix de 350. Et là où le prix, cette ligne-là rencontre la demande, ça détermine ce que les acheteurs sont prêts à acheter. Et là où ça rencontre la courbe de l'offre, ça détermine ce que les vendeurs sont prêts, sont disposés à vendre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et nous avons une offre excédentaire seulement. L'offre est excédentaire. Il y a plus ce que les acheteurs, les vendeurs veulent offrir est plus que ce que les acheteurs sont disposés à acheter. Alors écoutez ces petits raisonnements qui vont vous aider à comprendre comment toute chose va rentrer à l'équilibre. Supposons qu'à ce prix de 350, vous êtes un boulanger, parce qu'en parlant du pain, vous êtes un boulanger et le prix est à 350, alors que le prix d'équilibre c'est 300. Et c'est bien sûr, comme les acheteurs ne veulent pas acheter, beaucoup ne veulent pas acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûr que vous allez faire ceci. Vous pouvez négocier avec quelques acheteurs pour dire, venez chez moi, je vais vendre à moins de 350. OK? Je vais vendre à moins de 350. Et cela va faire que les acheteurs vont venir acheter chez vous, vont commencer à venir acheter chez vous. Mais ne vous trompez pas, vous n'êtes pas l'unique personne qui va raisonner dans ce sens-là. L'autre monsieur, l'autre boulanger va raisonner dans le même sens et finalement, le prix va être ajusté de 350 jusqu'au niveau où vous, en tant que boulanger, vous ne serez plus capable de diminuer les prix. Et l'autre boulanger ne sera plus capable de diminuer les prix pour attirer la clientèle. Et à ce moment-là, on atteint l'équilibre. Je pense que vous avez bien compris. Alors, une autre situation, c'est l'excès de la demande. OK? S'il y a excès de la demande, s'il y a pénurie, parce que supposons que les prix soient égaux à 250, ou on impose un prix de 250 alors que le prix d'équilibre est égal à 300. À ce moment-là, quand vous tracez une ligne à partir de 350, vous rencontrez premièrement la courbe d'offre qui détermine combien les vendeurs sont capables ou désirent vendre. Ils veulent vendre 4 millions ou produire 4 millions de pains, alors que les acheteurs, parce que les prix a diminué, cela et constitue une motivation pour eux pour augmenter la quantité demandée. Ils sont prêts à demander 10 millions. Mais les vendeurs ne peuvent produire que 4 millions. Et la différence entre 10 millions et 4 millions, c'est l'excès de la demande. C'est la demande excédentaire. Alors, maintenant, raisonnez un tout petit peu. Parce que la demande excédentaire crée une situation de pénurie. Parce que les vendeurs vendent moins. Alors, moi, je peux me dire, OK, je vais un peu acheter un droit d'achat, m'acheter un droit d'acheter auprès des boulangers. Je peux aller dire, voilà, moi, je peux vous proposer 360 si vous me vendez
vous me vendez. Ah, c'est là, comme c'est un prix supérieur à 250, ça va motiver certains vendeurs à sortir, par exemple, les biens qu'ils avaient gardés. Mais, comme je l'ai dit pour l'offre excédentaire, je ne serai pas la seule personne à avoir cette idée-là. Si je suis, parce que dans l'économie, il y a plusieurs agents qui sont rationnels aussi que moi. Alors, cela va faire que les prix vont commencer à augmenter de 250 jusqu'au point où moi, en tant que vendeur, je ne peux plus proposer une certaine augmentation. Et l'autre vendeur, moi, en tant qu'acheteur, je ne peux plus proposer un certain prix pour avoir les privilèges d'acheter. À ce niveau-là, et si c'est la même chose pour les autres vendeurs, alors on a atteint le point d'équilibre. Alors, vous voyez, en toute chose, la demande excédentaire et l'offre excédentaire constituent les deux forces invisibles qui agissent sur les marchés pour ramener toute chose à l'équilibre. Alors, voilà, j'ai déjà expliqué les concepts d'excédent et les concepts de pénurie dans les graphiques précédents. Alors, dans tous les cas, les prix du marché finissent par s'ajuster au prix d'équilibre ou à s'ajuster vers l'équilibre. Évidemment, il y a des choses dont je vous parlerai dans les cours d'initiation à la macroéconomie. Je brosserai certaines choses parce que là, nous sommes dans une vision bien précise d'une école de la pensée économique. Je vous parlerai de ça prochainement. Mais dans tous les cas, dans les cas qu'on a proposés ici, les prix finissent toujours par s'ajuster vers l'équilibre. Et c'est là que nous avons une troisième loi qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. J'insiste, il faut faire la distinction. Il y a la loi de la demande, il y a la loi de l'offre et enfin la loi de l'offre et de la demande. Voici comment elle s'annonce. Toutes choses restantes égales par ailleurs, les prix d'un bien s'ajustent pour équilibrer l'offre et la demande de ces biens sur les marchés. Vous voyez la différence entre les deux premières lois et celle-ci. Cette loi concerne les prix d'équilibre. OK. Alors, quand vous avancerez dans l'étude de l'économie, de la science économique, vous entendrez parler de la statique comparative. Ça, c'est lié à l'équilibre. La statique, ce n'est pas la statistique, c'est la statique comparative, qui est en fait une comparaison de deux situations d'équilibre statique. Quand je parle d'équilibre statique, on parle aussi de l'équilibre dynamique. Je ne vais pas vous compliquer quand même à ce niveau. Mais l'équilibre, tel que nous l'avons observé, c'est de l'équilibre statique à un moment déterminé. Alors, la statique comparative consiste à comparer les deux états ou de plusieurs états d'équilibre statique. C'est-à-dire la situation avant et après l'occurrence d'un événement dont nous sommes en train d'étudier les implications. Alors, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on fait l'analyse de la statique comparative. Premièrement, vous devez d'abord décider, si on vous présente l'événement, on vous dit étudier les changements sur la demande et l'offre ainsi que les prix d'équilibre lorsque il y a sécheresse. C'est un événement qui affecte l'offre et la demande. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord savoir si cet événement-là affecte la courbe d'offre ou la courbe de la demande et dans quelle direction. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et décider en fait, est-ce que les déplacements, c'est vers la droite, donc l'augmentation, ou vers la gauche, la diminution. Et ensuite, vous allez utiliser les diagrammes de l'offre et de la demande, de celui qu'on vient de voir, pour déterminer comment est-ce que cet événement, ces chocs qu'on peut appeler ainsi, des chocs, influence la quantité demandée et les prix à l'équilibre. Donc, ce sont les trois étapes qu'il faut retenir. Ainsi, je vais vous proposer ces trois activités qui vont vous aider à mieux comprendre le concept d'équilibre, la demande, l'offre et l'équilibre et la statique comparative. La première activité, trouver un ami, travailler ensemble. Supposons que les conditions climatiques se détériorent. Par exemple, il y a la sécheresse et
qui ont été en fait non favorables à la culture du blé, à la culture du maïs ou à n'importe quelle autre culture. Alors, je veux que vous puissiez utiliser les diagrammes de l'offre et de la demande pour analyser l'effet de cet événement, c'est-à-dire la sécheresse, le changement climatique. Hein, ça vous permet de voir comment est-ce que le changement climatique peut affecter l'offre et la demande. Étudier cela. Ici, appliqué au marché du pain. Deuxième activité. Supposons qu'il y a une découverte scientifique qui montre que la consommation de pain diminue les risques de mourir par un certain type de cancer. Hein? Alors, examinez cet effet-là sur l'équilibre du marché des pains. Donc, une découverte qui dit, alors, si vous mangez les pains, vous allez résister à un certain type de cancer. Troisième activité. Alors, supposez maintenant que les deux événements dont je parlais arrivent au même moment, simultanément, et analyser leur impact sur l'offre et la demande, sur la quantité d'équilibre et les prix d'équilibre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne application et je vous demande de travailler sur ça afin de maîtriser les notions que vous avez apprises aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, il y a quelques concepts que vous devez retenir. Et les concepts sont là devant vous. Vous allez essayer de retenir ces concepts et ça va enrichir votre langage de la science économique. Ok, voilà. On a fini pour aujourd'hui et je vous souhaite toutes les bonnes choses. À nous revoir à la prochaine séance et de l'entretemps, portez-vous bien et que les Très-Hauts vous protègent. Au revoir.